Salut, c'est Olivier. Bonjour, bonsoir, bonne année, bonne année. Donc aujourd'hui, une petite lecture difficile, mais nécessaire. Louis-Ferdinand Céline, 1894-1961, écrivain, c'est compliqué Céline. C'est une pourriture. C'est un antisémite, un collabo, enfin tout ce qu'on veut là. Il a quand même des gros, j'allais dire des gros défauts. C'est plus que des gros défauts, c'est vraiment une raclure. Mais c'est un écrivain génial malgré tout. Donc ça c'est très difficile à assumer. Et donc j'ai pris le parti de vous en lire un extrait parce que c'est aussi un moyen de tendre un peu vers certains paradoxes qu'ont produit la littérature. Il y a d'autres auteurs que Céline qui ont été, ou qui sont, des pourritures, mais qui ont su, par je ne sais quel tour de passe-passe génial, pour Céline en tout cas on peut dire que c'est génial, parce qu'il a quand même été reconnu de son vivant par un bon nombre d'auteurs comme un génie malgré comment dire ça, je ne sais même pas comment en parler malgré sa merderie, sa ladrerie politique, son ignominie politique. Il est quand même arrivé à trouver quelque chose de l'humain, à le mettre devant nous. Donc c'est un peu ça aussi qui m'intéresse dans la lecture de Céline. Moi, Céline, c'est un auteur que j'ai rencontré en 1993, parce que justement, notre prof de lettres, qui s'appelait Monsieur Parras, et que je salue, notamment parce que c'est probablement le professeur le plus extraordinaire que j'ai eu au lycée, que j'ai eu peut-être dans toute ma scolarité, collège-lycée, c'est certain, enfin qui fait le peloton de tête de mes professeurs préférés, avait eu l'audace, la tolma au sens plotinien, c'est-à-dire tolma où il s'agit de sortir de quelque chose, avait eu l'audace de nous donner un extrait, même plusieurs extraits du Voyage au bout de la nuit pour notre bac de français. Donc, et c'est au travers de ces textes de Céline que j'ai découvert Céline et que je me suis mis à aimer Céline et à le lire de manière assez continue, puisque là c'était en 93, on est en 2017, et je lis toujours Céline. Donc c'est un auteur qui m'accompagne complètement, on va dire. Donc je connais bien entendu ses travers, hein. On va pas faire semblant de les ignorer, ses pamphlets antisémites, bagatelle pour un massacre, etc. etc. Mais justement, il y a aussi il y a le voyage, il y a Voyage au bout de la nuit, donc l'extrait que je vais vous lire est tiré du Voyage de 1932. Il y a Mort à crédit, il y a Guignol's Band, il y a D'un château l'autre, etc., etc. Donc je veux dire, il y a quand même une œuvre intéressante, mais moi ce qui m'intéresse dans l'œuvre de Céline, en fait fondamentalement parlant, comme je vous le disais dans la vidéo introductive, c'est son anti-humanisme. Parce que moi, l'humanisme qui produit une réalité, une société stratifiée, axée sur ou polarisée autour de la conscience comme étant ce qu'il y a de l'homme en plus beau, ce qu'il y a de l'homme qui fait de lui justement un être extraordinaire, etc., etc. Moi, cette idée-là, parce que l'humanisme, comme je vous le disais, puis ça c'est quelque chose qui va être approfondi au fur et à mesure que les vidéos vont passer, l'humanisme est lié à une philosophie de la conscience. Et malheureusement lié à une philosophie de la conscience. Donc moi, ce que j'aime chez Céline, c'est son anti-humanisme. Mais pas son anti-humanisme au sens politique, parce que ça, c'est pas de l'anti-humanisme, c'est de la pourriture, c'est différent. L'anti-humanisme de Céline, je le situe dans ce qu'il est capable de nous montrer. Il est capable de nous montrer des choses horribles. Et quand on lit Céline, on a comme qui dirait, c'est pas comme quand on lit, je vais prendre un autre auteur qui pourrait, qui décrit des choses horribles, mais qui les décrit d'une manière tout à fait merveilleuse, c'est Zola. Zola décrit l'assommoir de Zola, c'est vraiment, c'est tragique, Nana, etc. Enfin, je veux dire, c'est des choses très tristes, des histoires, mais il les décrit. Elle nous attriste, elle nous préoccupe, elle nous interpelle, mais quand on lit Zola, on n'a pas l'impression, on ne se salit pas en le lisant, on ne se salit pas. Alors que quand on lit Céline, on se salit. Et je pense que c'est le but de la manœuvre.
C'est-à-dire que quand on sort d'une lecture de Céline, on est un peu plus sale que quand on y est entré. Mais c'est une saleté, d'une certaine façon, salubre. On est un peu dans cette idée, alors là, on rigole. On est un peu dans cette idée de Victor Hugo, quand il disait quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Parce que Céline, ce qu'il dit finalement, c'est que quand je vous parle de mes lâchetés, de ma vie quasiment presque de clochard, des fois ma vie délirante, ma vie d'exil en Allemagne, dans Normance, etc. Je vous parle de moi, de mes merdes à moi, mais je vous parle aussi de votre merde à vous. Parce que c'est ça aussi qu'il faut pas... Moi, des Céline, j'en croise tout le temps. Hein. L'humanisme aimerait qu'on puisse... L'humaniste type aimerait qu'on puisse stigmatiser les Céline et dire « Ah oui, lui c'est un Céline, lui c'est un vilain. » Mais c'est pas aussi facile que ça. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans Céline, c'est qu'il nous montre qu'il y a une espèce de merderie générale qui nous fait nous aussi, qui nous fabrique, qui fait qu'on n'est pas justement, on n'est pas juste conditionné par l'appel de cette fameuse conscience, soi-disant autour de laquelle tout notre être devrait graviter. C'est pas ça du tout. Il y a des abysses, il y a des précipices, il y a de la vilainie au sens strict du terme. On est des vilains, on est des méchants. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et Céline, il est là justement pour nous dire, mais moi, je suis un vilain, je suis un méchant, je suis un gros enculé, je suis un collabo. Mais il y en a d'autres. Il y a Drieux-La Rochelle aussi qui est comme ça un peu là. Mais Drieux-La Rochelle, lui, je ne le lirai pas, par exemple. Parce qu'on ne va pas non plus exagérer. On n'a pas envie non plus de partir à un club des enculés. Hein, du tout. Mais je veux dire, Céline nous montre ça. Nous montre que voilà, il y a quelque chose dans l'homme qui est tout à fait qui est pourri, et que cette pourriture, elle est constitutive. C'est-à-dire que c'est pas une pourriture qui tombe comme une croûte. Là. Non. Elle tombe pas, celle-là, elle reste là. Donc on se salit. Donc j'ai choisi un texte qui est quand même assez connu, parce que dans le voyage, on pourrait en trouver plein. J'ai hésité entre celui-là et la description de son arrivée à New York. Il y aurait eu aussi une partie du voyage en Afrique qui était intéressante par définition. Il aurait pu y avoir aussi des passages de Maura Crédit, enfin il y en a plein. Mais là j'ai choisi aussi un texte dans lequel Céline n'est pas encore au niveau à sa maturité littéraire, puisqu'il va acquérir un style après notamment la rédaction du voyage et de Maura Crédit, un style qui va devenir très 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 compliqué à lire, et puis très 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 compliqué à lire surtout quand on fait des lectures, donc basé notamment sur une utilisation extrêmement excessive des points de suspension. Donc c'est ça, c'est qu'il faut toujours aussi se garder à l'esprit que on aime le lisse, on aime les choses bien propres, bien nettes, mais on a de la merde en nous, beaucoup. Et que cette merde-là, faut l'assumer, parce que si on l'assume pas, ben, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de commencer justement à penser notre réalité, à nous questionner, si nous ne commençons pas par nous questionner nous-mêmes et nous dire que nous sommes aussi peut-être, faut pas l'oublier, capables de devenir des Céline. Ça, il y a énormément d'auteurs en philosophie qui en ont parlé. Il y a Platon, bien entendu, mais aussi Descartes. Il y a quelque chose qui sommeille en nous, là. Pascal en a parlé aussi, Montaigne. Il y a toute une littérature là-dessus sur justement la pourriture qui nous constitue. Je parle pas de la Bible, parce que bon, ça, on en parlera peut-être, mais je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire un petit nettoyage à la fois littéraire et philosophique de cette idée que par la conscience, par le fait que nous avons une conscience qui nous permet notamment d'être des êtres moraux, bref, ça c'est carrément de la grande rigolade maintenant, on appelle ça de la gabegie. D'ailleurs, il y a un truc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que depuis, grosso modo, une trentaine d'années à peu près, on est passé de la philosophie morale à la psychologie morale. On se mouille moins au niveau des valeurs, au niveau de l'axiologie. On a compris qu'il valait mieux parler de la manière dont on se représente le bien et le mal, mais l'axiologie, ça commence à devenir sérieusement problématique. Là. Donc, bon, bref, en tout cas, Céline... mais il y a des moments de rigolade aussi dans Céline. Hein. Je veux dire, si on pense à la fin de Maura Crédit, on est dans du grand guignol. Quoi.
Donc c'est ça. Donc bon courage, vous allez vous salir un peu avec moi, mais vous n'avez pas fini, hein, de toute façon. Il faudra bien en passer par là si on va acquérir une intelligibilité minimale de ce qu'on est nous. Donc c'est un texte, c'est au début, c'est quand il est à la guerre. Donc là, il vient de comprendre qu'il a eu tort de partir s'enrôler bêtement sur un coup de tête, hein, et que là, les choses sérieuses commencent parce que les balles commencent à fuser, et ça va aller mal. On y va. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs, et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir, sur le talus, des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menues, les ayant lues sans hâte entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise, abominable erreur. Maldonne, qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire, et pas des assassinats. Mais non. Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie. Et voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles, de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque 5 minutes, par un agent de liaison, que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là, mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc, pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé, sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre. Rien à dire. Je venais de découvrir, d'un coup, la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là, pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait. Comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. Et il n'était pas près de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous. Le colonel comme les autres. Tout mariole qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. Il y a bien des façons d'être condamné à mort. Ah, combien n'aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison au lieu d'être ici, moi crétin? Pour avoir, par exemple, quand c'était si facile, prévoyant, volé quelque chose, quelque part, quand il en était temps encore. On ne pense à rien. De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. Si seulement j'avais eu le temps, mais je ne l'avais plus, il n'y avait plus rien à voler. Comme il ferait bon dans une petite prison pépère, que je me disais, où les balles ne passent pas, ne passent jamais. J'en connaissais une toute prête, au soleil, au chaud. Dans un rêve, celle de Saint-Germain précisément, si proche de la forêt, je la connaissais bien, je passais souvent par là autrefois. Comme on change. J'étais un enfant alors, elle me faisait peur la prison. C'est que je ne connaissais pas encore les hommes. Je ne croirai plus jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. C'est des hommes et d'eux seulement qu'il faut avoir peur, toujours. Bon, voilà, hein. Je veux dire, c'est ça. C'est clair. C'est les horreurs de la guerre. C'est notre monde à nous. C'est le monde de la... Là, bon, pour le coup, c'est la guerre de 14-18. Hein. Et là, pour le coup, je vous encourage sérieusement à lire tous les livres quasiment qui ont été écrits là-dessus par des grands auteurs comme La peur de Gabriel Chevalier, À l'Ouest rien de nouveau de Remarque, Le feu de Barbus. Parce que c'est vraiment une période atroce. Et puis en fait, on s'aperçoit que on a ça en nous. On a cette chose-là, là, cette espèce de ouais, j'appelle ça de la merderie, parce que pour le moment, j'arrive pas à y donner un nom plus défini. J'arrive pas à voir ce que c'est, mais c'est de la méchanceté. C'est ça, on est bon là-dedans. On est bon. Les humains sont bons quand ils sont méchants. Ils sont bons. Ils aiment ça. Ils aiment ça s'entretuer. Regardez ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Là. Regardez, c'est ça. Là. C'est qu'il y a il y a ça qui existe. Et je veux dire que quand on essaye de penser les choses, quand on essaye de penser la réalité,
Si on commence à faire fi de ces choses-là, si on commence à vouloir tremper le beignet dans la moraline, mais là on va passer à côté de tout. À moins qu'on ait des intérêts dans la moraline. Qu'on l'enseigne, qu'on soit partie prenante pour la moraline, ou qu'on soutienne des systèmes politiques qui eux-mêmes nous gavent de moraline. La moraline, j'y reviendrai dessus, mais je veux dire c'est ça, là. C'est qu'il faut aussi des fois se mettre un peu les mains dans le caca, se les mettre sérieusement, parfois aussi même il faut travailler, et se mettre sérieusement les mains dans le caca, puis il faut se mettre les mains dans le caca aussi un peu les mains intellectuelles. Ce qui est dans nos esprits saisit la réalité, doit saisir toute la réalité. Et cette espèce de côté qu'on appelle, ou qu'on a appelé le côté obscur, ou qu'on appelle le tyran qui sommeille en nous, la partie qui dévore, mais ça existe. C'est pas juste du pipotage. Et cette partie-là, ben, elle fait partie de ce qui nous pousse à tuer nos congénères, et puis à faire du mal aux animaux, à faire du mal à la nature, à faire du mal aux gens qu'on aime, à faire du mal à tout ce qui est à notre portée finalement. Donc je veux dire, il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut ériger la méchanceté en vertu, pas plus que l'ignorance. Méchanceté, ignorance, égale merderie. Mais il faut quand même le prendre en considération. Voilà. Donc sur ce, écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop sali les mains. Et puis à bientôt. Bientôt, le commentaire partiel de ce fameux texte de Deleuze. Au revoir.